Alors, les présentations céphaliques défléchies, ça nous fait un petit peu peur. On a l'impression que c'est lent, que c'est difficile. Alors, pas du tout. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc, euh, alors, des présentations céphaliques défléchies, en fait, ça va être toutes les autres présentations autres que le sommet. Donc, ça reste quand même des présentations qui sont longitudinales, mais où la tête va être mal fléchie, voire défléchie complètement. Donc, le sommet, la tête va être bien fléchie. Dans les présentations céphaliques défléchies, ça va aller des présentations intermédiaires, donc la tête mal fléchie, jusqu'à une déflexion totale de la tête. C'est des présentations qui n'obéissent pas aux lois de Pajot que vous avez fait dans le sommet variété antérieure. Donc, la tête est mal fléchie. Donc, il va y avoir une mauvaise adaptation du fœtus au contenant qui est l'utérus et le bassin maternel. Donc, l'accouchement va être plus laborieux et plus difficile que dans le sommet variété antérieure. Alors, ces présentations peuvent aller de la mauvaise flexion de la tête, on l'avait dit, c'est les présentations intermédiaires, bregma et front, jusqu'à la tête en déflexion totale, c'est la face. À part la face qui, elle, peut être primitive, les autres présentations, front et bregma, sont uniquement secondaires, dites du travail, et on verra par la suite ce que cela veut dire. Donc, on commence d'abord par la présentation de la face. C'est une présentation où la tête est entièrement défléchie. Ce qui va se présenter au détroit supérieur, c'est la face, avec menton y compris. Donc, le menton va se présenter au détroit supérieur. C'est le repère, c'est notre repère de la présentation. C'est une présentation qui est à la limite de la dystocie. Donc, la voix basse va être tentée dans la majorité des cas, voire même acceptée, sauf si on a une dystocie associée. Donc, si on a une dystocie associée, on ne va pas accepter la voix basse. Quand je parle de dystocie, je ne parle pas de bassin chirurgical. Donc, il y a certains critères qui vont définir un bassin chirurgical et qui vont contre-indiquer la voix basse, même dans le sommet variété antérieure. Là, on est en train de parler de bassins qu'on dit des bassins rétrécis. Donc, les bassins rétrécis vont contre-indiquer la voix basse dans la face parce que c'est quand même une présentation qui est à la limite de la dystocie. Également, un gros fœtus, un utérus cicatriciel. Donc, tout ça, on n'ira pas à tenter une voix basse vu que c'est une présentation qui est quand même dystocique. Alors, la présentation de la face, c'est une présentation qui reste rare, qui se voit dans 0,5% des cas. Elle peut être primitive et donc dans ce cas-là se voir en dehors du travail. Par exemple, en fin de trimestre, on va avoir une tête qui est fixée en face, donc on va toucher notre repère qui est le menton. Ou alors secondaire dite du travail, c'est-à-dire une femme qui est en travail, la tête va se fixer en face. Alors, les variétés de position, par rapport à notre repère qui est le menton, on aura par ordre de fréquence la manto-iliaque gauche antérieure, la manto-iliaque droite postérieure, la manto-iliaque droite antérieure et la manto-iliaque gauche postérieure, ce qui va dessiner un alpha par ordre de fréquence. Il faut savoir également que les variétés antérieures sont les plus fréquentes. Alors, pour les étiologies. Les étiologies, vous allez trouver à chaque fois des étiologies maternelles, fœtales et annexielles. Et il faut savoir que c'est les mêmes étiologies que vous allez retrouver pour une phase, comme pour un franc, comme pour un bregma. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des étiologies qui ne sont pas spécifiques, des présentations défléchies. Donc, vous allez les retrouver dans un siège, par exemple. Vous allez retrouver ces étiologies-là dans toutes les autres présentations. Par exemple, si on parle d'une grande multipare, qui a un grand utérus. On parle d'utérus chiffon. Ou alors si on a un hydramnios, donc un excès de liquide. Vous comprenez bien que le fœtus peut se mettre dans n'importe quelle position. Il peut se mettre en défléchi, comme il peut se mettre en siège. On peut dire qu'il a assez d'espace. Il y a aussi pour la primipare. Alors, la primipare, elle a un petit utérus. On parle d'utérus infantile. Le plus souvent, ça donne des présentations sièges, mais ça peut également donner des présentations défléchies.
Donc ça, c'est des étiologies qui ne sont pas vraiment spécifiques des présentations défléchies. Par contre, il y a des étiologies qui sont spécifiques. Si on parle par exemple de tumeurs du cou, les tumeurs du cou ou alors l'hypertonie des muscles du cou. Donc ça va donner une déflexion de la tête et donc une présentation défléchie. L'anencéphalie. Alors l'anencéphalie, c'est un fœtus qui n'a pas de tête. Donc, il ne peut se présenter que finalement que par sa face. Donc, il va donner une présentation en deux faces, par exemple. Le bassin aplati. Alors ça, le bassin aplati, il faut savoir que c'est une entité qui est propre à la face. C'est-à-dire une femme avec un bassin aplati va plus faire de présentation face que d'autres femmes. Voilà, donc ce qu'il faut savoir en gros, c'est qu'il y a des étiologies qui vont être retrouvées dans toutes les autres présentations, comme il y a des étiologies qui sont spécifiques à la face. Pour l'hydrocéphalie et la dolicocéphalie, donc on peut dire que c'est de grosses têtes. Donc soit le fœtus il se met en déflexion, comme il peut mettre en fait sa tête au fond utérin pour occuper le plus grand espace et ça donnera donc une présentation du siège. Donc finalement, ce n'est pas vraiment spécifique des présentations défléchies. Voilà pour les étiologies. Alors la clinique pour la face. Alors déjà, à l'inspection, on va avoir un utérus de grand axe longitudinal, comme pour le sommet, utérus grand axe longitudinal. On va palper en suspubien une masse qui est molle, qui est dure, qui ballotte entre les mains, c'est la tête. Et au fond utérin, ça sera une masse irrégulière qui est large et qui correspond au pôle podalique. À la palpation, on aura un dos qui va être mal perçu. Alors ça, c'est dû un petit peu à la position du fœtus dans l'utérus de sa maman. Donc la tête, elle est défléchie. On aura une lordose dorsale, et ce qui va faire que le dos va être mal perçu. Après, si on suit le long du dos, on descend le long du dos, on va ressentir comme un pas de marche. En fait, c'est un coup de hache. Alors, à la palpation, l'espace entre la tête et le dos va donner un aspect en coup de hache. C'est ce qu'on appelle le signe de Tarnier. Il va être très prononcé dans la face. Vous comprenez pourquoi? Parce que la tête est en déflexion totale. Il va être moins perceptible dans les autres présentations, franc et bregma. Le foyer des BCF, il va être en para-ombilical et du côté opposé au dos. Maintenant, si on fait notre toucher vagine, on va percevoir quoi? D'abord les joues, étant ressenties comme deux masses molles, c'est les joues, les globes oculaires, la racine du nez, la bouche, avec possibilité d'avoir un réflexe de succion si on introduit le doigt, et bien sûr le menton. Alors le menton, c'est très important. On parle carrément d'accrochage du menton et non pas de palpation du menton. Il faut carrément accrocher le menton pour parler d'une présentation de face. Et pourquoi c'est important? Parce que vous allez voir par la suite, le principal diagnostic différentiel, c'est le front. Et si on prend un front à tort pour une face, et bien là, c'est la catastrophe parce que si on laisse le travail durer, vous allez voir dans la présentation du front quelles sont les conséquences. Donc, il faut vraiment accrocher le menton pour parler de présentation de la face. L'échographie. Alors, pourquoi on a recours à l'échographie? Parce que des fois on a des doutes. Est-ce que par exemple, c'est une bosse sérosanguine qui est également un diagnostic différentiel? Donc là, on aura recours à l'échographie. Alors, les intérêts de l'échographie sont à apprendre parce que vous allez les retrouver dans toutes les autres présentations. Donc, pourquoi on réalise une échographie dans un front, dans un siège, ça a les mêmes intérêts. Donc, ça va nous confirmer le diagnostic déjà. Ça va éliminer une malformation fœtale. Est-ce que mon fœtus est peut-être anencéphale? Est-ce que c'est juste une dolicocéphalie? Donc, et puis, ça va nous permettre d'évaluer les biométries fœtales. Est-ce que c'est un fœtus qui est eutrophique ou est-ce que c'est un gros fœtus? Ça va me contre-indiquer la voie basse pour une face. Et pour voir l'insertion placentaire également. Est-ce que c'est un placenta qui est normalement inséré ou plutôt bas inséré? Donc voilà, les indications confirmées diagnostic, éliminer une malformation, vérifier les biométries fœtales et voir si le placenta est normalement inséré.
Alors, pour les diagnostics différentiels, en un, le principal, c'est le franc. C'est ce qu'on craint, en fait, de prendre un franc à tort pour une face. On avait dit que le diagnostic reposait sur l'accrochage du menton. Donc, c'est en faveur d'une face. Si on ne touche pas, si on n'accroche pas le menton, c'est un franc. Le siège décomplété, pourquoi c'est un diagnostic différentiel? Eh bien, parce qu'on peut confondre tout simplement les joues avec les fesses, on peut confondre la racine du nez avec le coccyx, et on peut confondre carrément la bouche avec l'anus. Dans ce cas-là, on n'aura pas de réflexe de succion, mais il faut savoir que si on introduit le doigt dans la bouche, c'est pas tout le temps qu'on aura un réflexe de succion. La bosse sérosanguine dans le sommet, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une consistance molle d'une bosse sérosanguine qui peut être confondue avec une face. Un mécanisme de l'accouchement. Vous l'aviez vu, on aura d'abord engagement, descente et rotation, puis dégagement. Dans l'engagement, on a les trois temps, l'orientation, amoindrissement et engagement proprement dit. Donc, on commence avec l'orientation. Le fœtus va orienter son plus grand diamètre, qui est le sincipito mentonnier, qui fait 13,5, avec le plus grand diamètre du bassin, qui est l'oblique droit ou gauche, qui font 12, 12,5. Donc, déjà, la notion de sinciput, est-ce la même chose? Est-ce que sinciput veut dire la même chose qu'occiput? Pas forcément, enfin, c'est pas la même chose. Donc, normalement, vous avez l'occiput, vous avez occiput, sous-occiput, puis sinciput. Vous allez trouver que des auteurs parlent d'occipito-mentonnier, donc ils considèrent l'occiput comme le sinciput. Donc, ça dépend des auteurs. Il y en a qui vont vous dire occipito-mentonnier, il y en a qui vont vous dire sincipito-mentonnier. Mais bon, normalement, ce n'est pas la même chose. C'est sincipito-mentonnier qui fait 13,5, qui va s'orienter, donc c'est le plus grand diamètre de la tête fœtale, qui va s'orienter en oblique. Par la suite, il va y avoir amoindrissement. Donc, il va y avoir butée de l'occiput contre la margelle postérieure. Voilà la margelle postérieure. Donc là, ce n'est pas visible parce que c'est une variété postérieure. Vous voyez que le menton est en arrière. Mais normalement, l'occiput va buter contre la margelle postérieure. On va avoir une exagération de la déflexion. Et le diamètre va changer. Il était de 13,5, il devient de 9,5. Et ça deviendra le diamètre sous-manteau bregmatique qui fait 9,5. Vous le constatez, 9,5 c'est inférieur à 12, 12,5, donc ça va passer, il n'y a pas de souci. Le fœtus descend. Donc après une courte progression, 9,5 ça passe, une courte progression, il va y avoir formation d'un couple qu'on appelle le couple céphalo-thoracique, ce qui va m'amener au détroit supérieur un diamètre qui fait 13,5. Donc, c'est le diamètre sincipito-presternal et qui est incompatible avec les diamètres du bassin. Donc, comme vous le voyez ici, c'était le sous-manteau bregmatique. On a une légère progression qui est due à cette exagération de la déflexion. Donc, vous voyez que l'occiput est en contact étroit avec le dos. On aura un bloc ou un couple céphalo-thoracique qui fait 13,5 et qui est incompatible. Il ne peut pas traverser un 12 ou un 12,5. Donc, pour qu'il y ait progression, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Eh bien, le menton du fœtus doit obligatoirement tourner en avant afin de désolidariser ce bloc céphalothoracique et de permettre la progression. La rotation précède la descente. Donc, normalement, généralement, ce que vous aviez vu, c'était descente puis rotation, ou alors descente et rotation en même temps en spirale. Mais dans ce cas-là, c'est d'abord rotation parce que cette rotation est obligatoire pour permettre la descente, pour la désolidarisation du bloc. Donc, rotation du menton en avant qui viendra se placer sous la symphyse pubienne pour permettre cette désolidarisation du bloc céphalothoracique et par la suite la descente. Alors, cette rotation, elle va se faire, c'est une rotation de 45 degrés si c'est une variété antérieure et de 135 degrés si c'est une variété postérieure. Cette rotation, elle doit être haute et précoce. Je l'avais dit, elle précède la descente. Alors, oui, c'est ça. C'est ce que j'avais oublié de préciser. Donc, la rotation doit être haute et précoce, donc elle précède la descente
pour qu'il y ait des solidarisations, du coup, pour qu'il y ait des centres. La rotation, on avait dit donc, de 45 degrés pour les variétés antérieures et de 135 degrés pour les variétés postérieures. Alors, pour les variétés postérieures, c'est ce qui nous inquiète un petit peu parce que le fœtus, il se dit, soit je fais 135 degrés en avant et je ramène mon montant sous la symphyse pubienne, ou alors je fais 45 degrés en arrière. Et s'il fait 45 degrés en arrière, ben regardez là, si le menton tourne en arrière, il va buter contre le sacrum et il y aura enclavement avec mort fœtale et rupture utérine. Donc, c'est la hantise un petit peu, d'où l'intérêt de connaître les variétés de position dans la présentation de la face. Donc, si c'est une variété postérieure, il faut être plus prudent, plus attentif et faire des touchés qui doivent quand même rester prudents parce que c'est une présentation quand même de face, on risque de provoquer une bosse sérosanguine. Et on risque aussi de rompre la poche des os, mais on fait quand même des touchés pour vérifier cette rotation du menton. Si elle commence à se faire vers l'arrière plutôt qu'en avant, c'est l'indication de la césarienne en urgence. Ça n'a aucun intérêt de césariser sur un enclavement, un menton qui est enclavé, une présentation enclavée. Donc ici, c'est trop tard. L'intérêt, c'est de faire la césarienne avant l'enclavement, mais aussi après rotation. Donc, on attend un petit peu que la rotation se fasse. Si on commence à noter que le menton tourne en avant, il n'y a pas de souci. Mais si on note que le menton commence à tourner en arrière, là, il faut césariser en urgence. Donc, voilà, descente, rotation d'abord du menton en avant, puis descente de cette présentation. Et enfin, ça sera le dégagement. Le menton va se placer sous la symphyse pubienne qui va servir de charnière. Et on aura un dégagement en manteau pubien obligatoire face vers le haut obligatoire. En fait, ça revient à dire que le menton doit tourner obligatoirement en avant. Donc, menton tourne en avant, dégagement en manteau pubien obligatoire et face vers le haut obligatoire, donc menton vers le haut en avant. Voilà, les remarques, on les avait dit. Donc, il est important de connaître les variétés pour suivre l'évolution du travail. Si c'est postérieur, il faudra être plus attentif. Alors, les phénomènes dynamiques. Les phénomènes dynamiques et les phénomènes plastiques également. Donc ça, c'est ce qui va nous renseigner un petit peu sur notre présentation. Est-ce que c'est plutôt sur notre accouchement? Est-ce que c'est un accouchement qui s'annonce dystocique d'emblée ou est-ce que c'est plutôt un accouchement qui est eutocique? Par exemple, dans le sommet variété antérieure, vous l'avez fait, c'est un accouchement qui est eutocique, donc le travail se passe bien, c'est assez rapide, le col s'efface, il se dilate, on a des contractions qui sont bonnes, qui sont régulières, un segment inférieur qui est mince, qui coiffe bien la présentation, la tête du fœtus, la poche des os elle est plate au toucher vaginal. Donc, par contre, là, vu que c'est un accouchement qui est à la limite de la dystocie, on aura des signes qui nous renseignent vers la dystocie. Déjà, la présentation reste longtemps haute et mobile. Elle met du temps à se fixer. Le travail va être long. Le col est mal sollicité. C'est pas une tête, c'est pas comme une face. Donc, il va être mal sollicité par la face du fœtus. Il aura du mal à se dilater. Il va rester épais. Les contractions utérines sont irrégulières. Le segment inférieur également, il est épais et la poche des os est bombante. Une poche des os bombante avec risque de rupture de poche des os. Il faut savoir que la poche des os est une entité. On parle de poche des os uniquement pendant le travail. Donc, il n'y a pas cette entité en dehors du travail. On ne parle pas de poche des os. Ce que vous touchez en dehors du travail, on parle de membrane. Pendant le travail, ce qu'on touche au toucher, c'est la poche des os. Quand on fait un PV et qu'on touche cette fine poche, c'est la poche des os. Donc, une poche des os bombante avec une rupture précoce de la poche des os sont également des signes de dystocie. Pour les phénomènes plastiques, donc c'est également des signes de dystocie. Dans un sommet variété antérieure qui est totalement eutocique, normalement, on n'a pas de bosse sérosanguine. Donc, bosse sérosanguine, c'est un signe de dystocie également. Et la localisation de cette bosse sérosanguine est très importante. En fait, ça va nous permettre de donner un diagnostic rétrospectif sur notre présentation, son siège. Le siège de la bosse sérosanguine nous permet de donner un diagnostic rétrospectif de la présentation. Par exemple, ici on parle de face, la bosse sérosanguine va siéger sur les yeux, sur les yeux et sur les lèvres. On peut avoir également des excoriations au niveau des joues. Le nez n'est pas touché par la bosse sérosanguine.
On aura également une rossité de la voix. Donc, le fœtus est en déflexion totale dans le ventre de sa maman. Il est en hyperextension du cou. On va avoir une élongation des cordes vocales, ce qui sera à l'origine d'une rossité de la voix et avec un cri caractéristique. On aura aussi une dolicocéphalie et une lordose passagère. Alors la lordose passagère, on en avait déjà parlé dans la clinique. On avait dit que le dos était mal perçu en raison de cette lordose. C'est une lordose dorsale. Et la dolicocéphalie, eh ben, lors du dégagement, on aura un balayage de l'occiput le long de l'excavation sacrée qui va être à l'origine de cette dolicocéphalie, mais qui est passagère. Le pronostic. Donc, l'accouchement de la face, il est souvent normal et rapide dans les variétés antérieures. Donc, par rapport à un sommet, ça va pas être, c'est un accouchement qui reste plus difficile qu'un sommet. Le mécanisme obstétrical est plus difficile. Mais dans les variétés antérieures, on s'inquiète pas trop parce que généralement le menton va tourner en avant et l'accouchement se fait par la suite normalement. Alors, ce qui nous fait peur, c'est les variétés antérieures parce que justement, on peut avoir une rotation du menton en arrière. La conduite à tenir, on va tenter un accouchement par voie basse, sauf bien sûr si dystociant associé, on en a parlé. Donc, on va tenter la voie basse et on surveille la rotation de notre menton. Si l'évolution est favorable, c'est-à-dire que notre menton tourne en avant, on respecte la poche des os. On respecte la poche des os parce que déjà, la poche des os va exercer une pression sur le col qui va un petit peu aider à la dilatation, surtout qu'on avait dit que la dilatation se faisait mal. Donc, cette poche des os va aider un petit peu à la dilatation et on la respecte également parce qu'on a un risque de procidence du cordon si on rend la poche des os. Et on fait des TV prudent, justement parce qu'il faut respecter la poche des os et aussi parce que c'est une face et une face c'est assez sensible, donc on risque de provoquer, on va toucher les yeux, on va toucher la bouche, on risque de provoquer des bosses sérossanguines. Donc, on respecte la poche des os, on fait des TV prudents, on laisse l'accouchement se faire normalement. L'épisiotomie est quasi constante. On fait généralement une épisio et on laisse l'accouchement se faire. Si l'évolution est défavorable, c'est-à-dire qu'on sent que le menton commence à tourner en arrière, là, il faut césariser et on évite toute manœuvre dangereuse. C'est-à-dire, on sent que le menton commence à tourner en arrière, on ne fait aucune manœuvre dangereuse. On n'essaie pas de tourner le menton, de faire tourner le menton en avant ou quoi que ce soit. Il faut éviter, on césarise, vu qu'on a un bloc à proximité, donc on préfère césariser. Voilà, c'était pour la présentation de la face. J'espère que c'est assez clair. Peut-être pour les questions, vous préférez à la fin carrément du cours. Vous préférez quoi, les questions maintenant ou on continue avec le front? Les discussions. Ok. Alors, présentation du front. La présentation du front, c'est une présentation intermédiaire qui est proche de la déflexion. On parle de 2/3 de la déflexion. Donc, ce n'est pas une déflexion totale de la tête et ce n'est pas non plus une flexion. Et c'est plutôt proche de la déflexion que de la flexion. Donc, 2/3 de la déflexion. C'est une présentation du travail. C'est-à-dire, on ne va pas parler de présentation du front chez une femme en dernier trimestre ou bien carrément en dehors du travail. Il faut que la tête se fixe, soit fixée. On parle de front lorsque la tête est fixée au détroit supérieur en front. Parce que si elle n'est pas encore fixée, si c'est une tête mobile, suite aux contractions du travail, elle peut changer. Elle peut devenir une face, par exemple. Donc, il faut vraiment que la tête soit fixée pour parler de présentation du front. C'est une présentation rare et c'est une présentation hautement dystocique avec recours systématique à la césarienne. Si on venait à classer les présentations les plus dystociques, ça serait front et présentation transverse. Donc, c'est les deux les plus dystociques avec recours systématique à la césarienne. Le repère, c'est la racine du nez et le diagnostic de la présentation du front doit être précoce afin de réaliser une césarienne avant l'enclavement, améliorant le pronostic fœto-maternel. Donc, vous voyez, déjà, c'est une présentation du travail. Donc, c'est déjà une femme qui est en travail.
La présentation se fixe en francs, donc il faut savoir faire le diagnostic à temps, parce que là, si on laisse encore ce travail qui a commencé, on le laisse encore durer, on va avoir un syndrome de lutte, un enclavement plutôt de la présentation, puis un syndrome de lutte avec risque de rupture utérine et mort fœtale. Donc la gravité réside ici, donc il faut vraiment faire un diagnostic précoce de cette présentation pour réaliser une césarienne avant l'enclavement de la présentation pour améliorer ce pronostic fœto-maternel. Et les étiologies sont les mêmes que pour la face, je vous l'avais dit déjà, je vous l'avais dit déjà plus tôt. Alors, encore. Pardon. Alors, la clinique. Encore une fois, c'est un utérus de grand axe longitudinal. Encore une fois, à la palpation, vous allez ressentir la tête en suspubien, le pôle podalique au fond utérin. Le coup de hache va être moins accentué que dans la face. Et à ce stade-là, on ne pourra conclure qu'à une présentation céphalique mal fléchie. On ne peut pas savoir si c'est une face ou un franc. Donc, il faut faire un TV pour compléter l'examen. Au TV, on va percevoir les bosses frontales, on va percevoir le bregma, les globes oculaires, la racine du nez, qui est notre repère. Donc, c'est la racine du nez qui va nous poser le diagnostic, mais jamais le menton. Alors, vous allez trouver certains auteurs qui vont mentionner la bouche, comme la bouche qui ne doit jamais être palpée dans la présentation du front. Il faut savoir que des fois, on arrive à palper le maxillaire supérieur. Donc, ce qui fait la différence, c'est vraiment le menton. On n'a pas cet accrochage du menton, justement. Donc, c'est un front. L'échographie, alors je n'ai pas réécrit parce que tout simplement, c'était les mêmes intérêts. Donc, ça va confirmer le diagnostic, rechercher une malformation fœtale, évaluer les biométries fœtales également et voir l'insertion placentaire. Alors, les diagnostics différentiels, d'abord, c'est la face, on l'avait dit. La différence, c'est le menton qui est perceptible dans la présentation de la face. Le siège décomplété, encore une fois, parce qu'on peut confondre les fesses avec les joues et le coccyx avec la racine du nez. Le bregma, mais parce que dans le front, on touche le bregma. Mais dans le bregma, on ne palpe pas la racine du nez. Le sommet avec bosse sérosanguine, encore une fois, c'est dû à la consistance molle de la bosse sérosanguine qui peut être confondue avec les joues. L'accouchement. Alors, l'accouchement, on l'avait dit, normalement, c'est recours systématique à la césarienne. Maintenant, si on laisse l'accouchement se faire, qu'est-ce qui se passe? Le diamètre d'engagement va être le sincipito nasal, qui fait 12,5. On aura par la suite une exagération de la déflexion et le diamètre d'engagement va devenir sincipito-mentonien. Ça s'est arrêté ou les 40 minutes se sont écoulées? Non, pas encore. On t'entend encore. D'accord. Donc, le diamètre, c'est le sincipito-mentonnier qu'on avait fait dans la présentation de la face comme diamètre d'orientation, pas d'engagement. Donc, le sincipito-mentonnier, il fait 13,5 et il est incompatible avec les diamètres du bassin. Donc, un 13,5 ne peut pas traverser un 12, 12,5. Si vous avez une illusion de descente, en fait, ce n'est que le résultat d'une formation d'une bosse sérosanguine parce que la présentation ne peut pas descendre. 13,5 ne traverse pas les 12. L'engagement est donc impossible. On va avoir un enclavement de notre présentation et le syndrome de pré-rupture de bande éléphronale. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on l'avait fait dans la rupture utérine. Donc, on aura l'utérus en sablier, on aura la tension douloureuse des ligaments ronds et on aura une hypercinésie. Une hypercinésie, c'est les contractions utérines qui sont trop fréquentes et trop intenses avec une contracture utérine. Donc ça, c'est un syndrome de pré-rupture et il faudra réaliser une césarienne en urgence pour éviter justement la rupture.
Donc voilà, vous l'aviez vu, c'est juste l'accouchement est juste impossible parce que les diamètres, c'est incompatible avec les diamètres du bassin. Donc si on laisse l'accouchement se faire, un 13,5 ne peut pas traverser les diamètres obliques ni droit ni gauche. On aura enclavement, mort fœtale et rupture utérine. C'est pour ça qu'on a recours systématique à la césarienne. Donc, les phénomènes dynamiques, c'est un accouchement qui est dystocique, qui est très dystocique. Donc, on va avoir tous les signes de dystocie, un travail qui est long, un travail qui est laborieux, un syndrome de lutte, le col est mal dilaté, la poche des os est bombante, des contractions irrégulières avec hypercinésie. Alors, les phénomènes plastiques sont dus en fait à si on ne fait pas le diagnostic précocement, c'est-à-dire si on laisse le travail se faire normalement, dès qu'on pose le diagnostic, dès que la tête est fixée, on pose le diagnostic, c'est recours systématique à la césarienne. Maintenant, si on laisse le travail se faire, qu'est-ce qui va se passer? Le fœtus va essayer de s'engager avec son diamètre sensipito-mentonnier. Il va essayer de s'engager. Il essaie encore et encore et encore. Et alors, on aura une bosse sérosanguine. Encore une fois, le siège est important. Donc, ça va siéger sur le front et sur les yeux. Et on aura la tête d'aspect olympien. Alors, c'est une déformation de la tête qui est due à la tentative d'engagement du fœtus. On parle d'engagement à frottement dur. Donc, il va essayer un petit peu de s'engager, mais il ne pourra pas. On aura par la suite une déformation de la tête. On parle d'une tête d'aspect olympien. Donc, elle est retrouvée dans le front. Voilà un petit peu pour le front. Donc, bien sûr, si c'est un fœtus qui est tout petit, qui a un petit poids fœtal, donc là, on pourra accepter une voix basse, mais pour un bassin qui est normal, pour un fœtus qui est eutrophique, là, c'est recours systématique à la césarienne. On passe à la présentation du bregma. Donc, la présentation du bregma, elle est plus proche de la flexion que de la déflexion. On parle de 1/3 de la déflexion. C'est une présentation rare, mais elle est un petit peu sous-estimée. On dira par la suite pourquoi. Elle est moins dystocique que le front, ça c'est sûr, parce que pour le bregma, on va quand même accepter la voix basse. C'est vrai que les indications de la césarienne pour le bregma sont assez larges, mais la voix basse reste possible. Les étiologies, encore une fois, sont les mêmes que pour la face et le front, donc maternelle, fœtale, annexielle. Et c'est une présentation également du travail. Donc, on va parler de bregma lorsque la tête est fixée au détroit supérieur en bregma, et le repère est le bregma. Donc, les variétés de position, on va parler de fronto-iliaque gauche antérieur, fronto-iliaque droite postérieure, etc. La clinique, toujours, à l'inspection utérus de grand axe longitudinal, on va palper la tête, le pôle podalique, le coup de hache, il est très peu perceptible, le signe de Tarnier. Ce qui est important, c'est au toucher vaginal. Donc, on va toucher notre repère, qui est le bregma. Donc, c'est la grande fontanelle ou la fontanelle antérieure qui a une forme losangique. Donc, il va avoir 4 angles et chaque angle va recevoir une suture. Donc, on aura la sagittale, les coronales et la métopique. Donc, ce signe-là, il est assez caractéristique. C'est le signe de la suture en croix ou le signe de la croix, si vous voulez, qui va nous renseigner sur une présentation du bregma. Le lambda n'est jamais palpé, ni la racine du nez. Donc, diagnostic différentiel, d'abord, c'est le sommet postérieur, le sommet variété postérieure. Donc, pour les sommets variété antérieure, c'est une tête qui est bien fléchie. Donc, quand je fais mon toucher vaginal, je vais palper le lambda, la petite fontanelle. Il n'y a pas de souci. Par contre, dans le sommet variété postérieure, la tête est mal fléchie. Donc, quand je vais faire mon toucher vaginal, je peux toucher le bregma. Et dans ce cas-là, ça va constituer un diagnostic différentiel. Alors, on l'avait dit ici que je vous avais dit que c'était la présentation du bregma était un petit peu sous-estimée pour la fréquence. Et bien, tout simplement, c'est dû à son principal diagnostic différentiel qui est le sommet variété postérieure, parce qu'on prend souvent à tort des sommets variétés postérieures, ou plutôt des bregmas comme étant des sommets variétés postérieures.
Donc, il y a deux signes qui vont nous permettre de faire la différence entre sommet, variété postérieure et bregma. Déjà, il y a le signe de la suture en croix qui est retrouvé uniquement dans la présentation du bregma. On va le palper au toucher vaginal. Et puis, il y a la localisation de la bosse sérosanguine. Je vous l'avais dit, c'était un diagnostic rétrospectif. Dans le bregma, ça va siéger sur la fontanelle antérieure, donc sur le bregma. Par contre, dans le sommet variété postérieure, vous l'aviez fait, ça siège sur l'os pariétal contralatéral à la variété de position. Par exemple, si c'est une postérieure gauche, ça va siéger sur l'os pariétal droit. Donc ça va nous permettre un petit peu de savoir est-ce que c'est un sommet variété postérieure ou un bregma. Deuxième diagnostic différentiel, c'est le front. Bon, mais dans le front, on palpe la racine du nez, alors qu'on ne la palpe pas dans le bregma. L'accouchement. Donc, le diamètre d'engagement, le fœtus va s'engager avec un diamètre qui est l'occipito-frontal qui fait 12 cm. Par la suite, donc ça c'est l'orientation, par la suite, il va y avoir amoindrissement. D'habitude, ce qu'on faisait, c'était complément de déflexion pour amoindrir. Là, non. Là, le fœtus, ce qu'il va faire, c'est un diamètre de 12 cm qui va descendre dans un diamètre oblique de 12 cm. Donc, tassement des os du crâne, et ce qui va nous déformer la tête en cylindre. Donc, le fœtus va traverser en tassant les os du crâne. Par la suite, on aura descente et rotation lente en spirale, ramenant le nez ou le maxillaire supérieur sous la symphyse pubienne. Donc ici, la symphyse pubienne va servir de charnière. Et on aura le fameux dégagement en S que vous aviez fait dans le sommet variété postérieure. Donc on aura d'abord flexion, puis déflexion. Dégagement en S. Flexion avec dégagement de la tête. On aura dégagement de l'occiput, du front, du bregma, et la déflexion, c'est pour le dégagement de la face, dégagement des globes oculaires, du nez, de la bouche, du menton. Donc dégagement en S pour le bregma. Les phénomènes dynamiques, c'est encore une fois les signes de dystocie, donc le travail qui est lent, les contractions qui sont irrégulières, la poche des os qui est bombante, le col qui est mal dilaté, le segment inférieur qui est épais. Et puis, pour les phénomènes plastiques, donc bosse sérosanguine, on l'avait dit, qui va siéger sur la grande fontanelle, sur la fontanelle antérieure, et la fameuse tête déformée en tour. Donc, c'est la tête en cylindre qui est due à un tassement des os du crâne. Donc, voilà un petit peu pour le bregma, c'est tout ce que j'avais sur ma diapo. Alors, pour le bregma, pour récapituler, donc, l'accouchement par voie basse va être possible. Si on a un bassin qui est normal, avec un volume fœtal normal, donc l'accouchement se fera par voie basse. Si, on aura par contre recours à une épisio qui est systématique, donc accouchement voie basse avec épisio. Si on a un défaut d'engagement de la tête déjà dès le départ, si on a un défaut d'engagement, on aura recours à la césarienne. Maintenant, si c'est un bassin dystocique, si on a un bassin rétréci, par exemple, c'est sûr qu'on ne va pas accepter la voie basse. Donc, voilà un petit peu pour les présentations. Céphalique défléchie, j'espère que c'était clair. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous avais dit que ça allait être rapide. Donc, si vous avez des questions... D'ailleurs, en tout cas, merci d'avoir assisté. J'espère que c'était bénéfique. Si, je vais vous mettre sur le groupe une sorte de formulaire, mais ce n'est pas vraiment un formulaire. Hein. C'est une page où vous pouvez mettre vos feedbacks, ce que vous voulez que j'améliore, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, tout ça. Je le partagerai sur le groupe. Donc, je vais attendre un petit peu. Je pense que vous n'avez pas de questions. En tout cas, j'espère que c'était clair. De rien. Et merci d'avoir assisté. Pour la présentation de mes Matina, attendez juste, j'arrête l'enregistrement. Arrêtez